Non, mais moi, c'est ce que je me suis dit. S'ils disent que la nicotine, ça aide et que potentiellement le vin, c'est le meilleur antidépresseur dans le confinement, moi, j'ai gagné ce truc de pandémie de fou, quoi. Enfin, vraiment, j'ai gagné, quoi. Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, même confinées chez nous. Et à mes côtés, j'ai 2 chroniqueurs confinés qui vont parler d'une série de films avec moi. J'ai avec moi Perrine Kenson. Hello. Et Max Besnard. Salut les confinas et les confinos. On dit confinos, c'est ça ? Je crois, hein. Les confizouzes. Les confinzouzes. Non, on avait dit que c'était les confinex parce qu'on était politiquement tout à fait raccord, quoi. Enfin, c'est les confinex. C'est comme les latinex. Ouais. Comme Moulinex. Comme Moulinex. Et maintenant, on est en train de dire ça, mais les gens savent même pas du tout pourquoi ils nous écoutent. Il faudrait leur dire qu'on va parler des Visiteurs, parce qu'on s'est dit, on va faire les grandes sagas du cinéma français. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grosse saga du cinéma français sinon les Visiteurs ? Les Tuches. C'est vrai que maintenant les Tuches en cumul. Ouais, mais les Visiteurs a eu vraiment un impact. Et là, je me tourne vers Perrine. Perrine, comment t'as vécu la vague de fond puis Visiteurs ? Tu étais jeune à l'époque ? Oui, j'étais. Tu es toujours jeune, hein, je précise. Tu étais très jeune à l'époque. J'étais très très jeune à l'époque. Non, c'est vrai, le premier est sorti en 93, si je ne dis pas de bêtises. Donc moi, je l'avais pas vu au cinéma. J'étais bien trop jeune, mais je l'avais regardé après derrière en cassette vidéo avec mes parents et beaucoup de fois. En fait, c'est-à-dire que j'étais la gamine qui était genre, et si on remettait les Visiteurs, on va remettre les Visiteurs, on remet encore les Visiteurs, c'est vachement bien les Visiteurs. Donc non, c'est vrai que c'est un truc. Moi, j'avais senti que c'était de ma perception d'enfant, c'est-à-dire que voilà, senti que c'était vraiment devenu culte pour moi, mais surtout pour mes parents et pour les gens qui les entouraient. Et c'est pour ça que quand le deuxième est arrivé en 98, pour moi c'était un événement de fou, parce que il y avait vraiment. C'était ton Star Wars un peu. Franchement, pour moi c'était 100 fois plus fort que Star Wars. C'est-à-dire que vraiment c'était Jacouille la fripouille et Godefroy de Montmirail, c'était vraiment un peu mes idoles, et leur manière de parler, tout ça, c'est des mots que j'employais presque au quotidien. Donc je trouve qu'il y avait quelque chose de très très fort et de très... je trouve que c'est assez rare. On parle des Tuches, mais je trouve que même si les Tuches c'est très très culte, maintenant il y avait quelque chose de... Dans toute la France, tout le monde connaissait les Visiteurs, vraiment. Il y avait un truc d'unité autour de ce film que j'ai peut-être vu avec le Dîner de cons, par exemple. Mais sinon, c'est assez rare en réalité la puissance que a pu avoir en tout cas le film de Poiret. C'est ça en fait, c'est que la matrice quand même des Visiteurs, c'est quand même Poiret. Poiret, il a quand même fait des films marquants. Son précédent, c'était Opération Cornet de Bif, qui était lui-même déjà assez marquant de son époque. Mais quand t'es un réalisateur et que t'as déjà fait Papy fait la résistance, Le Père Noël est une ordure, normalement tout va bien sur ton CV. Et là, il refait ce qui est un des plus gros cartons de l'histoire du cinéma. Toi, Max, tu l'as vécu un peu différemment. Écoute, finalement, pas tant que ça, je crois, parce que j'ai beau avoir quelques années de plus que Perrine. Je pense qu'à l'époque, je devais avoir à peu près le même âge mental. Et je l'ai vu, non pas au cinéma, c'est exactement le même cheminement que Perrine, c'est-à-dire je l'ai vu en VHS, à la maison, et je l'ai regardé, sans mentir, je pense que je l'ai vu au moins 20 fois, ce film, sur la VHS, mais au moins, quoi. Après, je me regardais des extraits, c'était un peu YouTube avant l'heure, quoi. C'était la vidéo à la demande, tu mettais juste une scène, genre la scène du dîner, par exemple, ce genre de délire. Et vraiment, c'est un film qui m'a fait mourir de rire. Je savais pas du tout à quoi m'attendre la première fois que je l'ai vu. Moi, j'étais pas spécialement familier avec Clavier, Reynaud, avec le cinéma Jean-Marie Poiret, etc. C'était pas trop mes références quand j'avais 13 ans, en 93. Et vraiment, je l'ai pris, mais comme une claque. Et là où je suis complètement d'accord avec Perrine, c'est qu'il y a eu cet effet, le blockbuster absolu. Ouais. Vraiment, ça a été le carton plein. C'est-à-dire que toutes les générations parlaient de ce film, se ressortaient les répliques, les scènes, etc. C'est vraiment, je crois que c'est le début du blockbuster de comédie française, en fait. Et tu me disais d'ailleurs que ça a même influencé ta perception de la musique, puisque le single OK, tu tournais à fond dans ta platine, et l'être que tu es a été marqué aujourd'hui par ce tube. Dingue.
N'est-ce pas? Bien sûr, évidemment. Non, mais vraiment, ouais, ça a été hyper marquant et je suis complètement d'accord encore une fois avec Perrine. C'est-à-dire que 98, quand la suite est arrivée, c'était un événement vraiment. Et je me rappelle, j'étais allé le voir au cinéma. J'étais trop content de pouvoir voir la suite des Visiteurs dans une vraie salle avec le seau de popcorn sur les genoux. Et la salle était blindée. Et bon, j'en suis sorti. Ça riait. Bah justement, ça riait pas tant que ça. C'est un peu le problème. Moi, j'ai vécu en salle le premier, donc je suis suffisamment vieux pour avoir vécu ça. Et par contre, le 2, j'ai senti qu'il allait y avoir un tour de passe-passe et que ça allait pas se passer aussi bien. Quelle est pour vous la vanne la plus emblématique s'il y a un truc à retenir quand même des Visiteurs, c'est quoi le truc pour vous, hein, c'est votre opinion? Que vous retenez? Il y a un truc qui est hyper fort pour moi avec les Visiteurs. Je m'en aperçois, tu vois, en 2020, il y a quand même plusieurs décennies de recul sur le truc maintenant. C'est que j'ai intégré dans mon langage, et je les ai, après toutes ces années encore, j'ai intégré des expressions de ce film, quoi. Des répliques que je continue d'utiliser de temps en temps. Alors c'est rare, tu vois, mais il y a toujours un ok, un dingue qui va sortir, il y a toujours ce genre de choses qui vont ressortir. Et je sais pas si comment dire, c'est un film que je connais absolument par cœur. Je sais pas s'il y a des scènes en particulier qui m'ont plus marqué que les autres, mais c'est vraiment, c'est des petits mots, c'est des petites expressions. C'est vraiment ça pour moi, les Visiteurs. Moi, je suis tout à fait d'accord. Enfin, moi, les Madame Ginette, Félicie la gueuse. Ouais, le petit fillot, c'est un truc qu'on emploie dans ma famille. C'est-à-dire que quand on dit même plus le petit-fils de machin, on dit le petit fillot. C'est-à-dire qu'il y a plus de nuance, quoi. Par rapport à ça, c'est rentré dans le langage vraiment commun. Je pense que c'est dans le dico à ce niveau-là. Mais après, en termes de scène, c'est vrai que j'ai repensé en préparant l'émission, et je me suis dit quand même, la scène du dîner que tu as évoquée, ouais. Pour moi, la scène du dîner, c'est un combo de tout. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a les expressions qui sont viens Manan, enfin des choses comme ça. T'as le fameux jour-nuit qui me fait chialer de rire. Et puis la chanson. Enfin, moi, je suis désolée. Enfin, vraiment, la chanson, quand il est à table et qu'il est en train de te dire et on lui paiera le jour comme au bailli du Limousin, qu'on a pendu un beau matin, qu'on a pendu avec ses tripes. C'est-à-dire que c'est une chanson que je chante avec mon père de manière très régulière, c'est-à-dire à peu près une fois par mois. Donc et depuis maintenant plus de 93 quoi. Mais on chante cette chanson-là parce que c'est une chanson c'est notre hymne, et ça devient chelou. Et elle est d'autant plus marquante, cette chanson, qu'il y a le petit effet de réal dont Poiret va surabuser dans les suites, qui est le grand angle avec les plans hyper serrés sur les visages de Reno et de Clavier, qui contribue aussi à ce côté à la fois malaise et hyper drôle, quoi. Ouais, c'est génial. Et il y a un truc qui fonctionne vraiment, d'abord c'est le rythme, ensuite on va voir que c'est un peu le souci de Poiret, et c'est surtout la fusion de tous ces comédiens, enfin de faire un buddy movie avec Christian Clavier, Jean Reno, Fish Out of Water, donc transporté dans le temps, Valérie Lemercier qui est vraiment impérial dans ce rôle-là. Ouais. Pas avec votre poncho. Pas avec votre poncho, voyons. Enfin, monsieur Houille. Monsieur Houille. Et Isabelle Nanty qui donne tout ce qu'elle a. Qui est génialissime dans ce rôle. Moi, la scène avec le directeur quand il a sa rage dedans, mais ça me fait tellement mourir de rire. Quand elle lance monsieur le directeur a une rage dedans, ça le fait terriblement souffrir, ça me lance. Mais moi, ça me fait tellement rire à chaque fois que je la vois. Elle est parfaite. Et pour l'avoir revu il y a pas si longtemps, c'est à part il y a pas vraiment de scène qui a vraiment vieilli en fait dedans. Souvent dans les comédies tu les regardes et tu fais c'est pas très bien senti. Et là les Visiteurs, l'histoire est tellement simple. Alors c'est vrai que l'histoire est simple, c'est contrairement d'ailleurs à la suite, l'histoire est simple, ça part pas dans tous les sens sur des digressions et un milliard de tiroirs qui sont ouverts et qui sont jamais vraiment refermés, mais c'est surtout que la réal est quand même loin d'être mauvaise. Ça se prend pas non plus trop la tête avec des effets spéciaux comme la suite a essayé de le faire, avec peut-être plus d'ambition, et finalement ça tombait un peu à plat. Ça reste quand même assez terre à terre, je trouve. Il y a quelques effets à droite à gauche, je parlais notamment du grand angle qui appuie quand même certaines scènes assez emblématiques, et je crois que tout ça contribue aussi à faire un film qui a plutôt bien vieilli. Et surtout il y a un truc qui me marque quand je le revois aujourd'hui, parce que c'est un film que j'ai revu quand même plusieurs fois ces dernières années. Il y a un truc qui est hyper marquant, c'est que le rythme est super
super bien tenu de bout en bout. Tu t'ennuies jamais. Il se passe pas une seule seconde sans qu'il y ait au moins une vanne ou quelque chose à prendre. Le rythme est absolument parfait et je vais y revenir après. Mais moi aussi, ce que je trouve vraiment très fort en le revoyant, c'est qu'en fait, même sous le comment dire, le vernis de la comédie et du rythme et du rire et tout ça, il y a quand même un vrai propos qui est pas du tout idiot derrière. Et je pense que la plupart des grandes comédies en réalité ont un fond politique ou plutôt intéressant. Et là, cette idée de ces personnages qui viennent du Moyen-Âge, qui sont transportés dans le contemporain, dans notre époque à nous, ça dit beaucoup de choses de cette idée de l'évolution des droits de l'homme, qu'est-ce que c'est que d'un seul coup découvrir comment on peut revenir en arrière quand on sait que les choses peuvent changer, quand on sait que voilà, ce personnage de Jacouille par exemple, qui est complètement fascinant, qui va découvrir que son petit fillot x10 là est devenu un espèce de nouveau riche de nanti. Comment on gère finalement cette nouvelle fortune, comment on gère le fait de ne plus être au service mais d'être égaux, l'idée du passage du temps. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très intelligent et de l'évolution. Par exemple, il y a cette séquence qui j'avais peur qu'elle soit problématique avec le temps. C'est la séquence avec le postier, Sarrazin, ils sont là. Et en fait, ça n'est pas problématique. Pourquoi ? Parce que vraiment, on est encore ces histoires de décalage d'époque. C'est-à-dire que l'idée du contexte est très très forte dans le film, qu'il faut absolument toujours remettre les choses dans leur contexte et bien parler des gens en fonction de là où ils viennent et de comment dire, de leur éducation ou de leur contexte à eux. Et je pense qu'en soi, le film a cette vraie intelligence d'écriture, de réfléchir à l'idée du contexte, de l'époque et de ce que c'est de se rendre compte d'une autre manière de faire et comment on peut l'importer, comment on peut la transformer et comment on peut s'en remettre. Et moi, je trouve que c'est en soi assez brillant, au-delà de la comédie, je veux dire. Alors, je vais te dire, Perrine, non seulement je bois tes paroles littéralement, mais je suis pas sûr qu'il y ait eu cette réflexion à l'époque sur l'écriture. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est la réflexion la plus intelligente que j'ai jamais entendue sur Les Visiteurs. Je te félicite. Alors, réflexion intelligente sur Les Visiteurs, on va faire un petit télétransport dans le temps. On a acté qu'on aime Les Visiteurs. Il y a eu Les Visiteurs, donc le deuxième, Les Couloirs du Temps. Oui. Et avant d'en parler, je vous propose de faire une escale dans la carrière de Jean-Marie Poiret, qui est à mon avis très importante. C'est Les Anges Gardiens. Ah ouais. Et Les Anges Gardiens, c'est une des pires comédies que j'ai jamais vues. Et vraiment, je pèse mes mots, hein, c'est un des trucs les plus irregardables. Et je suis curieux de savoir pourquoi. Et c'est le moment où Jean-Marie Poiret commence à réfléchir sur son style, c'est-à-dire son style a cartonné avec Les Visiteurs, et il s'est dit que ce qui marche dans Les Visiteurs, c'est pas foncièrement le duo, c'est le rythme, c'est pas forcément les gags, c'est la vitesse à laquelle tu enchaînes les plans. Alors déjà, c'était le roi du mec qui enchaînait les plans, et là ça devient un argument marketing, puisque ce film avec Depardieu fait la promo du film en disant mais dans les films chiants, il y a 500 plans, là il y en a 4000 et ça devient un argument marketing, genre ça va vite, et du coup c'est un des films les plus difficiles à regarder humainement, hein. C'est insupportable, et je pense que ce film va entacher le style de Jean-Marie Poiret quand il va faire quelques années plus tard Les Visiteurs 2. Je sais pas, justement, j'ai pas l'impression. Pour moi, le rythme, c'est quand même la base essentielle. Pour moi, la comédie, c'est du rythme. Hein. La plupart du temps, la comédie, c'est du rythme. Donc, c'est même la force, notamment. Alors, Les Anges Gardiens, je te trouve vraiment très dur. Moi, j'ai un souvenir. Alors, je l'ai pas revu, Les Anges Gardiens, mais c'est vrai que j'ai un souvenir plutôt positif. Mais bon, j'avoue, ça fait presque 20 ans que je l'ai pas vu, donc je ne sais pas. Mais je pense que c'est ça. C'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être que je l'ai vu. Voilà, j'étais bien jeune. Mais là, dans Les Visiteurs, évidemment, c'est ce rythme, c'est le rythme de filmage, comment on filme, comment on monte les plans, comment tout s'enchaîne, le rythme de montage. Mais c'est aussi le rythme des répliques et le rythme de la voix des personnages. C'est très important, le rythme de voix, parce que on a la voix un peu posée, un peu chaloupée de la famille bourgeoise, enfin noble contemporaine. Notamment incarné par Valérie Lemercier, qui a un rythme très différent de celui de Godefroy de Montmirail et de Jacou Lapouille, qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus... et même eux, entre eux, ont des rythmes très différents. Plus t'es pauvre, plus tu parles vite, parce que t'as besoin d'être entendu. Et je pense qu'il y a un vrai travail, une vraie réflexion sur comment on travaille le rythme de la voix pour aussi incarner et dire quelque chose du personnage. Et moi, je trouve que vraiment, c'est absolument passionnant dans le film.
c'est très valable dans Les Visiteurs 1, et donc dans Les Visiteurs 2, tu sens que Poiret a décidé de faire un peu la caricature de lui-même. C'est le problème. Tu reprends la même chose. Tu essayes de refaire la même chose, mais en pire. C'est-à-dire que tu as compris ce qui avait marché dans le premier, et donc au lieu d'essayer de créer quelque chose de nouveau, tu appuies comment dire, mais vraiment avec une violence rare sur ce qui était les points forts. Donc ça devient des points faibles. C'est très fatigant. Mais après, moi, je l'ai vu, j'avais 10 ans, j'avais trouvé ça extraordinaire. Mais ça, c'est parce que j'avais 10 ans. Oui, forcément. Peut-être. Moi, je l'ai vu à 18 ans et ça m'a beaucoup moins fait rire. D'ailleurs, j'étais un petit peu dégoûté d'avoir payé ma place de cinéma pour ça. Mais je suis d'accord sur le fait que peut-être que Poiret, finalement, en fait, le premier Visiteur, c'est peut-être juste de la naïveté et il s'est peut-être pas posé tant de questions que ça, et ça fonctionne justement parce que ça reste assez naïf dans l'approche. C'est spontané. Et c'est vrai que de partir dans tous les travers du premier, qui je pense sont des travers, c'est-à-dire le côté grotesque, hyper appuyé, c'est-à-dire que tu pars sur une idée assez burlesque et tu en fais une idée complètement grotesque sur Les Visiteurs, les couloirs du temps, ça devient lourdingue, c'est insupportable. Il n'y a pas que le rythme aussi, il y a le fait d'appuyer encore et encore et encore, toujours aux mêmes endroits. Ça, c'est vraiment douloureux, je trouve. Et du coup, ce qui était une force dans le premier, c'est-à-dire les hockey et les trucs comme ça, mais qui étaient finalement isolés, hein. Les gimmicks étaient isolés parce qu'ils n'étaient pas voulus comme étant des gimmicks, mais tous les trucs que les gens ont repris, tout de coup, deviennent des trucs super agaçants et que Poiret utilise ad nauseam. C'est le problème dans la plupart des suites de beaucoup de films ou de beaucoup de comédies, par exemple. Je trouve qu'à chaque fois, à partir du moment où tu as compris, encore une fois, ce qui était drôle, ce qui avait fait rire les gens dans le premier, tu te dis, c'est très bien, je vais le remettre comme un clin d'œil. Sauf qu'un clin d'œil, ça pourrait marcher, mais le fait d'en faire, comme tu le disais, Max, un gimmick, c'est problématique. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu n'es plus dans cette spontanéité, la surprise de la création. Tu es dans une répétition et tu te reposes un peu sur tes lauriers. Donc c'est pas très intéressant en soi. Et c'est le problème de beaucoup de suites. Et je trouve que ça n'épargne pas en tout cas les visiteurs. Et celle qui avait presque eu du nez, c'est Valérie Lemercier qui s'est pas embarquée là-dedans. Et qui avait été très claire d'ailleurs dès le premier épisode, je crois, en fait, assez rapidement, hein, elle avait déjà commencé à dire bon voilà, moi une suite ça m'intéressera pas de toute façon. En plus de ce qui s'est passé, c'est que Valérie Lemercier de 93, c'est pas la même de Valérie Lemercier 98, oui. C'est-à-dire elle est devenue vachement plus sûre d'elle en tant qu'artiste. Certains pourraient dire grosse tête, mais non, elle est vraiment devenue plus sûre de ses capacités de comédienne et aussi même d'auteur, d'autrice. Et donc du coup pour elle, Les Visiteurs, c'était fini, quoi. C'était, elle savait que ça allait être moins bien. Et vraiment, c'est un accident. Pour moi, c'est un accident industriel, hein, le fait d'avoir casté Muriel Robin sur exactement le même personnage, en reprenant les costumes, la gestuelle, les mimiques, les expressions, etc. C'est vraiment tout ce qu'il fallait pas faire. Et ça retire rien de lui donner le même rôle. Bien sûr. C'était catastrophique. Le fait qu'elle joue Béatrice, non mais ça c'était complètement absurde. Ça ne fonctionne pas. Elle en elle-même, moi je trouve que Muriel Robin, elle fait le boulot en vrai. Et elle fait vraiment, elle fait le taf, quoi. Je suis d'accord avec toi. Elle fait le taf. Je suis d'accord. Et que tu vois, ça aurait été elle dans le premier épisode que je l'aurais trouvé très bien en fait, Muriel Robin. Oui, c'est-à-dire juste que malheureusement on a le souvenir de Valérie Lemercier et c'est très dur de reprendre et la gueule de Valérie Lemercier dans le film et la coupe de cheveux de Valérie Lemercier dans le film. Il y avait tout ça qui était drôle et là d'essayer de refaire la même chose avec une autre actrice, moi je trouve que Muriel Robin, pour la contrainte qu'elle s'est tapée, elle est très bien, mais l'idée était foireuse. C'est-à-dire que là on est face à une comédie qui est quand même assez barrée. Si on commence à parler de suspension d'incrédulité, là clairement ça ne fonctionne absolument pas. C'est-à-dire que t'es complètement sorti de l'histoire, on te dit regarde, c'est exactement le même personnage, les mêmes mimiques, etc., mais c'est plus la même tête. Pour moi, c'est pas possible. Mais ils lui ont même fait retourner des scènes de flashback, des scènes qui étaient jouées par Valérie Lemercier. Ils ont mis Muriel Robin à sa place et ils lui ont dit tu joues comme c'était dans le premier film. Comme la maman dans Le Prince de Bel-Air. D'accord. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et oui. Et du coup, encore une fois, une fin en cliffhanger. Et pour moi, le gag dont je me souviens dans Les Visiteurs 2, il faut que je vous le dise, c'est le moment où il y a les pompiers
et on lui fait il faut couper l'eau. Oui. Ah oui. Et il va couper l'eau, et lui en plus il le répète couper l'eau. Et là il prend son canif et il coupe la tuyau. Mais ce qui est un réflexe tout à fait normal, hein, j'ai envie de dire couper l'eau, voilà, il est. Mais c'est le seul gag, dont je me souviens, et je pense qu'à force de me le répéter dans ma tête, et je me le suis répété avant de vous le dire, je pense que j'ai pu me convaincre que c'était drôle. Arrête, maintenant que tu es papa et que tu as un enfant, on me dit pas que le fait ton devoir petit homme, ça va pas te traverser l'esprit à un moment ou à un autre. Je ne sais pas. Dans les années qui viennent. Je suis critique de cinéma. Je suis critique de cinéma. Je suis au-dessus de ça. Non, puis surtout, il y avait un truc par rapport au deuxième. En fait, moi, ce que j'aimais aussi dans le premier, c'est qu'il y avait toute cette comédie, évidemment, ce rythme, mais le film n'hésitait pas à aller vers l'émotion. Sur la fin, quand il doit dire au revoir à sa petite filleute, là, quand Godefroy de Montmirail doit dire au revoir à Valérie Lemercier, honnêtement, moi, je me souviens d'avoir été très émue, et en le revoyant, j'étais toujours aussi un peu émue, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'un seul coup de spontané, de naturel, de premier degré dans l'émotion, qui ne réapparaît pas, par exemple, par la suite. La suite veut absolument être la comédie 100%, mais oublie peut-être ce degré d'émotion que j'appréciais dans le premier, parce que même la raison de départ pour laquelle ils vont faire ce voyage dans le temps, c'est à la base un crève-cœur, en fait. C'est l'idée qu'il a perdu la femme de sa vie. Oui, c'est vrai. Donc, et je trouve que et que c'est pour ça que peut-être que la comédie était d'autant plus efficace, parce qu'elle était basée sur un vrai drame, en fait, et qu'il y a un vrai drame qui se joue. Alors, et pas la suite, quoi. J'allais dire, il y a aussi sûrement une question de coût et de production, en fait, de budget, tout simplement. C'est-à-dire que le premier, ça reste une comédie assez classique dans son budget, dans sa façon d'être produite, et qui donc repose beaucoup notamment sur l'écriture et sur la performance des comédiens, alors que le second, il se vantait quand même d'être le film, la comédie la plus chère de l'histoire en France, ça, etc. Ouais. Et tu vois que dans chaque plan, ils essayent de mettre, de justifier ce budget-là, en fait. Et ça repose sur des artifices de réalisation et de production qui, finalement, une fois que tu les enlèves, ils te laissent une ossature de film qui est dénuée d'intérêt, c'est-à-dire que c'est un copier-coller maladroit de ce qui avait déjà été fait pas mal d'années avant, quoi. Et Perrine parlait d'émotion, et je veux savoir ton émotion quand 18 ans plus tard sort Les Visiteurs de la Révolution. La dernière fois on parlait des Inconnus. Quand les Inconnus ont fait la suite des Trois Frères, spontanément je me suis dit c'est une super mauvaise idée quand même. Et même topo. C'est-à-dire que vraiment, quand j'ai vu qu'ils faisaient les Visiteurs de la Révolution, je me suis dit, faut arrêter ça. Ça, il faut arrêter vraiment de, un seul coup, reprendre, même quand ils avaient fait aussi les Bronzés 3. Les Bronzés 3. Oh là là. En fait, quand on va chercher ces classiques, mais qui sont des classiques, littéralement, de la comédie française, qui sont vraiment des perles, de vouloir absolument éponger, enfin de serrer la serpillière jusqu'au bout pour avoir le dernier bout de liquide, mais je trouve que c'est je trouve ça complètement inutile d'une part, puis d'autre part, il y a à la base je trouve qu'il y a un problème de créativité et d'idées. Et de vouloir, il y a un côté mercantile qui me dérange, et donc de base j'arrive avec des a priori monstrueux. T'es en train de dire que le cast il avait envie de se payer sa retraite dorée avec ce film, c'est ça que t'es en train de dire? Non, pas le cast, mais je me dis non, peut-être de la part du studio ou j'en sais rien, tu vois, mais je trouve qu'il y a un côté mercantile un peu bête, puis jouer sur la nostalgie des gens comme ça à ce point-là, je trouve ça vraiment pas très malin. Alors moi je vais me faire l'avocat du diable. Je vais faire l'avocat du diable. Allez-y, franchement, parce que moi, high five avocat du diable. Le film m'a donné raison, c'est vraiment une grosse daubasse. Donc, alors, je suis pas d'accord. Alors, le truc, c'est que c'est tellement pourri que ça devient presque intéressant. Arrêtez, c'est même pas un nanar fun. Non, c'est pas un nanar fun, mais c'est un tel accident industriel que c'est intéressant en fait. Oh. Moi, les accidents, je suis pas le mec. Attention, je ralentis pas en voiture quand il s'agit de regarder un accident, mais quand ça arrive au cinéma, ça me passionne. Et là, en l'occurrence, tout y est. Enfin, tous les ingrédients y sont. C'est un car crash au ralenti, quoi. Et tu disais, ils ont essayé de refaire tout. Non, et au contraire, en plus, ils ont essayé de mettre du sang neuf. Et quel sang neuf si ce n'est Franck Dubosc, si ce n'est Karine Viard. Franck Dubosc qui joue Gonzague de Montmirail, Karine Viard a joué aussi de Montmirail. Alex Lutz.
Alex Lutz, il y a Harry Habitant, Sylvie Testu. Oui, mais c'est la surenchère. Et ben je suis pas d'accord. La surenchère pour moi c'est les couloirs du temps. Les couloirs du temps c'est la surenchère. Mais là c'est la surenchère du casting contemporain. C'est ridicule. Ce qui était drôle à l'époque, on l'a dit, c'était justement le croisement de Jean Reno et de Christian Clavier. C'était quand même assez hilarant ce croisement-là. Et qui était inattendu. Là, la surenchère d'acteurs déjà comiques, déjà connus pour la comédie, moi je trouve que ça n'a aucun intérêt. Tu sais, bon, de toute façon, on va pas se convaincre l'une et l'autre de ça, mais je crois que justement, les Visiteurs de la Révolution, ils reposent plus trop justement sur ce binôme Clavier-Reno. Mais non, c'est le problème. Ils se reposent. Au contraire, moi je pense que c'est un avantage, c'est-à-dire que contrairement aux deux où c'est un peu le jacouille show, hein, c'est vraiment il y a que lui limite à l'écran. Lui, au moins, ce 3e épisode, il se permet au moins de laisser respirer un peu son histoire, de laisser respirer ses personnages et d'amener un peu de sang neuf et de pas surfer systématiquement à chaque scène sur ce qui a déjà été fait avant. Alors bien sûr que tu retrouves je veux être l'avocat du diable à nouveau. Max, non, mais comment tu peux dire que ça fait respirer l'histoire? Explique-moi, il n'y a plus de lait. Non, mais il y a plus. Alors, je vais te dire la vérité. Il y a plus de lait. Donc la fameuse scène, il y a plus de lait de Clavier qui pète un câble. C'est un gag qui dure 15 minutes. Voilà. C'est Clavier qui dit il y a plus de lait. Il y a plus de lait pour Robespierre. Ok. Robespierre, mais quelle fausse note. Et il sort et tu le vois arpenter les rues de Paris en faisant il y a plus de lait. Elle est où la vache? La vache, elle dort. Et il revient en disant il y a plus de lait. Et il revient très longtemps après. Hein. Il vient 15 minutes. Il est parti dans les 3 quarts du film. Hein. Il y a plus de lait. Et tu sais quoi, j'aimerais bien être à ce moment-là précis dans la tête de Clavier et de Poiret pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Non mais alors je suis d'accord, mais là tu isoles en plus vraiment la scène la plus c'est pas forcément la plus gênante, mais c'est pas la plus gênante, la plus hors propos, la plus à côté. Il y a des blagues de guano, de pigeons là-dedans quand même. Oui, non, bien sûr, ça insiste lourdement sur ce genre de choses, mais je trouve qu'il y a quand même quelques répliques qui fonctionnent. Il y a Harry Habitant qui se prend une balle dans le cul ou je sais pas quoi. Non, moi je peux pas ça, moi je peux pas. Vraiment. Vous êtes dur, il y a des bonnes répliques. Non, je suis pas d'accord, il y a des bonnes répliques, il y a des bons personnages. Je trouve que le personnage de Karine Viard est quand même assez hilarant. Et tu as raison, le personnage de Laurent Deutsch est parfait, on le voit que 10 secondes. Littéralement, on lui guillotine la gueule ou un truc comme ça. Non, je sais pas, moi quand je vois Harry Habitant, ça me fait sourire. En fait, il est content d'être là, ça se voit qu'il est content d'être là, tu vois. C'est un peu son rêve de gosse, je pense, de se retrouver dans les Visiteurs, et ça se voit, et il transmet quelque chose de positif, et je trouve qu'il y a pas mal d'acteurs comme ça. Je trouve que Alex Lutz aussi est vraiment bon à l'écran. Il y a quelques idées qui sont plutôt pas mal, et globalement, ça évidemment que j'ai rigolé sur plein de scènes en matant ce film, parce que il y a la nostalgie, il y a le souvenir qui fonctionne. On en revient toujours au même, hein, c'est ce qu'on évoquait avec Perrine, c'est toutes ces répliques absolument cultissimes qu'on a dans la tête depuis une éternité et qui ressortent de temps à autre. Mais contrairement au couloir du temps, non, mais je suis pas d'accord. Attends, contrairement au couloir du temps, c'est exploité de façon beaucoup plus intelligente, avec beaucoup plus de parcimonie. Alors Max, je peux pas entendre tout ça. Je suis désolé. Alors je suis désolé. Pas audible. On est en 2020. Mets les 3 films côte à côte et tu verras que La Révolution, c'est pas le pire des 3. Alors ça c'est un vrai débat, mais tu sais quoi, vrai débat. deux ans après, j'ai encore du mal à encadrer, et surtout, je pense honnêtement qu'on est passé à côté d'un film génial, puisque à un moment, il se retéléporte encore dans le temps, et tu te dis putain, oui. machin. Et là, tout d'un coup, il voit le château de Montmirail, et là, au-dessus du château de Montmirail, il y a une putain de swastika, il y a une croix gammée, et là, je me dis putain, le film, il a twist de ouf, quoi. Non mais alors, ça, c'est ce film là que j'aurais voulu voir. Mais là, il y a un problème aussi avec ça, c'est-à-dire que vraiment, t'as déjà, moi j'ai eu la sensation, pardon Max, mais j'ai eu la sensation de subir le film tout le long. Et là, quand je vois le twist, le drapeau nazi sur Montmirail, je me dis putain, bon d'accord, ils finissent comme d'habitude sur le cliffhanger de chaque épisode. Et non, ça dure cette connerie en plus. Ça dure 20 minutes. Ça dure 20 minutes. Et t'es genre, mais non, mais fallait arrêter avant, c'est n'importe quoi. C'était déjà horrible. Et vous c'était pour pouvoir replacer le gag de la cheminée, en fait. Et surtout Jacquard, Jacouille, Jacquard. Jacouillet, on sait plus trop comment il s'appelle. Il est Jacouillet. Là, dans ce cas-là, c'est un putain de collabo, quoi. Et est-ce que c'était pas ça le rôle qu'on voulait voir, un Clavier en collabo? C'est vrai que cette scène est absolument hilarante. Non, mais il le fait tellement bien, Clavier, dans ces moments.
moment-là, évidemment. Non, mais évidemment. Quand j'ai vu ce manoir et tout, parce que moi j'ai une nostalgie des films de guerre et tout, et même des Indiana Jones quand il va dans des manoirs en Autriche et tout ça, j'ai un contact avec le manoir nazi en fait. Pour moi c'est Wolfenstein et tout. C'est Dracula quoi. Ça me parle. Non mais le manoir nazi me parle. J'ai un contact avec le manoir nazi, cette phrase est géniale. Putain, mais moi ça me parle. Et là j'ai vu le manoir et je me suis dit putain mais j'imagine Harrison Ford dedans, tu vois, j'imagine plein de trucs géniaux qu'on peut faire et on retombe sur Christian Clavier avec une petite moustache. Non mais ça c'est génie, c'est du génie. Bien sûr. Par contre, et là tout d'un coup t'as Franck Dubosc en résistant avec Sylvie Testu en résistante et genre tu fais Ouais, exactement. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas passé à côté d'un film grandiose? Écoute, c'est peut-être une ouverture pour Les Visiteurs 4 hein. Moi en tout cas je croise les doigts, j'ai envie de le voir Les Visiteurs 4. Alors est-ce que tu as regardé, puisque tu l'as vu récemment Max, est-ce que tu as regardé jusqu'à la fin du générique? Jusqu'à la fin du générique? Parce qu'il y a une image à la fin du générique. Alors attends, ça m'a échappé. Je pense pas que je pense pas. Non, j'ai pas regardé. Non, moi je me suis enfui de la salle donc je ne sais pas. Il y a Jean-Marie Poiret à la fin du générique. Ah mince, il faut que je regarde. Qui ferme la porte, qui ferme la porte, qui sur les caméras fait un cadre sur la porte. Il ferme la porte en faisant chut, et c'est super crépusculaire. Allez. Parce que c'est ni drôle, c'est ni bien fait. C'est juste Jean-Marie Poiret qui fait chut en fermant la porte. Moi, je trouve que t'es dur. Je trouve ça crépusculaire. Je t'incite à regarder cette scène et à l'analyser pendant des années encore, et on en reparlera. On n'a pas évoqué le quatrième ou le 2.5. Oui. Ou le 1.5, le remake, le remix. Just Visiting. Just Visiting, qui est réalisé par Jean-Marie Poiret, mais qui est crédité comme Jean-Marie Gobert. Tout à fait. Et co-scénarisé quand même par Clavier, Poiret. Alors attends, Non, c'était John Hughes. C'était John Hughes et Chris Columbus. Ouais. Ils sont 4 à avoir bossé dessus. Oh là là, mais ça me fait mal d'entendre ça. Oh là là, ça me fait mal. Alors, en plus, je l'ai vu pour préparer cet épisode, parce que je l'avais jamais vu, moi, Les Visiteurs en Amérique. Est-ce qu'il est même dispo en... Oui, il est trouvable en VOD. Ah. Et il m'a fait vraiment rigoler par moments, mais alors là pour le coup c'est vraiment le film qui fait rire malgré lui, hein. C'est parce qu'il est blindé de défauts, mais c'est surtout entendre Jean Reno et Christian Clavier ressortir exactement les mêmes répliques que dans Les Visiteurs, donc le premier, mais en anglais, avec un anglais limite phonétique, en tout cas pour Clavier, parce que je doute que Clavier parle anglais quand je l'entends dans ce film-là, en tout cas à l'époque. C'est hyper drôle, et puis derrière t'as un casting qui est totalement what the fuck, genre t'as Christina Applegate, moi je savais pas qu'elle avait joué là-dedans. Christina Applegate qui prend le rôle de Valérie Lemercier, c'est sublime. Ça confine. Je l'ai vu pour Christina Applegate, hein, je peux te dire que Et surtout, il y avait Tara Reid. Attendez, oui, il y a Tara Reid aussi, mais ça s'arrête pas là, parce que ça, c'est la version qui est sortie donc aux États-Unis, mais il y a une version qui a été traduite, doublée en français, où tu as Reno et Clavier qui doublent leurs personnages, qu'ils avaient donc interprétés initialement en anglais aux États-Unis et en Angleterre. Bon film italien des années 70. Exactement, et tu vois que le lip sync, donc la synchronisation labiale, elle est pas bien faite. Et c'est absolument magique. C'est comme ça que je l'avais vu à l'époque, moi. C'est comme ça. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut que je le voie. En plus, il y a Malcolm McDowell qui jouait dedans. Malcolm McDowell, mec, s'il te plaît, quoi. Sir Malcolm McDowell dans Les Visiteurs, c'est quand même monstrueux. Tu sais quoi, d'Orange Mécanique à un visiteur en Amérique, très rapidement. Mais je m'en souviens très bien. Enfin, moi, j'ai un souvenir très précis de la séance de cinéma où j'avais été à l'époque, parce que j'étais plus que hypée d'y aller, parce que moi j'avais aimé Les Couloirs du Temps pour le coup. Encore une fois, j'étais jeune, donc j'étais restée dans ce truc un peu positif, et donc je me suis dit putain c'est super, aux États-Unis, enfin c'est trop bien. Et je regarde le film et je me souviens de la décomposition que j'avais en regardant le film. Je me décomposais quand j'ai compris que c'était un remake du premier. Quand j'ai compris que c'était un remake, et j'étais genre bah c'est nul, bah non mais la blague du Chanel numéro, mais non, bah non. Et vraiment je me décomposais, et je me souviens j'étais avec mon papa et je me retourne vers lui, à un moment je fais on y va. C'est juste, je me fais tellement chier, on y va. C'est horrible. Non, j'ai détesté, malgré Christina Applegate, malgré tout, j'étais mais tellement en colère à l'époque quand je l'ai vu. Je me suis dit, j'ai l'impression, je voulais rembourser nos invitations, quoi. Mais tu vois, ça horrible. Quand tu le revois en 2020 et que tu compares avec le premier, tu dis finalement, les effets spéciaux du premier qui étaient un peu foireux, là au moins ils sont bien réalisés, il y a un peu plus de moyens. Et j'essaye de me faire l'avocat du diable à nouveau. Non.
Non, Bon. ça fonctionne pas du tout. Non, ça. non, Oui, les visiteurs, ça marche c'était un pas. épiphénomène et c'était ça qui était beau, c'est que c'était un épiphénomène et c'était incroyable, c'était inattendu, c'est un peu comme le pacte des loups, c'est le truc qui devrait pas marcher mais qui marche et moi j'adore. Je trouve On ça dit super. pas du mal de Pacte Ah des non, loups. j'adore ici. le pacte des loups, je trouve ça superbe. Mais justement, c'est un film Attends, il y a des gens qui n'ont pas aimé le pacte des loups. Mais je crois. Mais, non, mais c'est l'idée que sur le papier, quand Des tu gens le sont lis, tu morts te ici. dis, non, mais quand tu regardes sur le papier, tu te dis c'est des films qui ne sont pas censés fonctionner. Et quand tu les vois, ils ne quand tu fonctionnent les pas. vois, ça fonctionne. Mais non, c'est un carton, c'est extraordinaire, c'est parfait. Je plaisante, bien sûr. Et je trouve que et pour moi, Les Visiteurs, c'était ça. Et là, d'un seul coup, de vouloir tirer la corde à ce point-là, c'est ultra contre-productif. Ah de mon point de vue. il faut bien remplir le frigo, ma bonne dame. Hein. Ça doit être ça. Alors, d'habitude, on fait une recommandation dans MDR. Ah bah alors Just Visiting en version française. Alors, on a compris. Matez-le. Si vous avez un truc lié aux visiteurs, ça peut être un acteur, un film d'époque, ça peut être n'importe quoi, un truc à recommander. Perrine, qu'est-ce que tu nous sortirais de ton chapeau? Oh là, j'avais pas prévu qu'on allait faire une recommandation là-dessus. Non, je réfléchis, mais ouais, c'est plus pour. Je pense que c'est plus pour Valérie Lemercier, en fait, dedans. Et donc, je recommanderais peut-être le sketch. Je recommanderais un sketch, le sketch des nuls pour le coup, le sketch de Jacques Martin, là, l'école des fans là. Et pour moi, il y avait déjà tout le personnage de Valérie Lemercier dans Les Visiteurs qui est dans ce personnage de ce sketch. Donc rien que pour ça, puis parce que le sketch est absolument hilarant, donc je recommanderais peut-être ce sketch-là. Et Max, je sais que toi, tu es branché musique, donc tu vas nous recommander Era, je crois. Ah bah oui, mais Attends, alors tu sais quoi, tu lis dans mes pensées. Je n'allais pas recommander Era, mais j'allais recommander l'album de Valérie Lemercier qui est sorti sur le label Tricatel de Burgala, sur lequel il y a notamment la chanson Poussin, Poussin, Coin, Coin. Voilà. Elle est bien. Non, c'est nul, mais c'est Valérie Lemercier, c'est drôle. Attends, moi j'ai bouffé du Era à cause de ce film parce que ma mère elle trouvait de la musique extraordinaire et après dans la voiture pour aller en voyage c'était Era tout le temps. Donc au bout d'un moment, moi aussi j'ai subi, hein, j'ai eu des choses difficiles dans mon enfance. Donc voilà, c'était compliqué et je peux vous chanter Ameno de tête. Donc c'est vraiment compliqué quoi. C'est vrai, parce que tu nous as fait, on a droit qu'à une chanson par émission et t'as déjà fait. Moi, qu'est-ce que je veux recommander? Opération Cornet de Bif, voilà, c'est tout. C'est un peu le film, c'est un peu la synergie pré-visiteur quand même. Et je pense que si tu aimes les visiteurs, t'as intérêt à voir celui-là parce qu'il y a vraiment la matrice, il y a le duo, il y a Valérie Lemercier déjà dedans. Donc voilà, je recommande Opération Cornet de Bif qui est un peu pour moi les visiteurs épisode 0. C'est un peu Visitor Origins. Et maintenant, on va se donner rendez-vous pour une prochaine émission, les amis, les Confinex. Les Confinex. Les Confinex. Donc, je vous remercie tous les deux d'avoir participé et d'avoir joué le jeu et peut-être d'avoir regardé Les Visiteurs 3. Ah bah écoute, oui, moi c'était l'occasion de le voir et j'en suis ravi. Il y en a au moins un, c'est bien. Il faudra que tu m'expliques qu'il n'y a plus de lait. Hein. Et pour nous retrouver... Mais non, mais voilà, non, mais attends, je suis désolé. Alors je vais t'interrompre et je sais qu'on est déjà sur la fin de l'émission, mais je vais t'interrompre. Forcément, il n'y a plus de lait. J'ai vu la scène remixée par notre camarade Stéphane Boulet sur YouTube à peu près 200 000 fois. Donc forcément, au moment où la scène arrive dans le film, quand je l'ai maté pour préparer cette émission, évidemment que j'ai rigolé. Mais c'est parce que je me suis fait piéger par la préparation en amont de cette vidéo. Voilà, c'est tout. Mais je suis désolé, en plus c'était mon idée. Hein. Mais c'est même pas drôle. Évidemment que c'est pas drôle. Mais voilà, pour conclure sur Il n'y a plus de lait, évidemment j'ai rigolé en voyant la scène. Voilà. Alors ça me permet de remercier les monteurs, donc Solène et Quentin. Merci beaucoup à vous. Pour nous retrouver, c'est William MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées au podcast. On est ravis de faire cette émission avec mes Confinex, donc mes sauces méga sûres que sont Perrine et Max. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et surtout d'en parler autour de vous. Et quand je dis parler autour de vous, non, c'est pas la peine de sortir à la fenêtre et de dire « Ah, moi j'écoute MDR, c'est trop bien !» Non, c'est ce qu'on parle, quand je dis en parler autour de vous, c'est les réseaux sociaux parce que vous allez pas faire du stop là et mettre « Eh tiens, j'ai MDR pour te faire écouter dans la bagnole. » Non, ça ne marchera pas. Donc, le moyen d'en parler autour de vous en ce moment, c'est les réseaux sociaux. Donc voilà, faites-nous plaisir. Je pense que la semaine prochaine, on va se revoir avec une autre série de comédie, un autre classico. Je pense qu'on peut tenir encore
au moins jusqu'au 11 mai, les gars. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.